Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Quid du programme éducation de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron? Nous avons voulu demander l'avis des enseignants à moins d'une semaine du second tour. Ce sera le thème de notre question du jour dans quelques instants. En ce lundi de Pâques, on va évidemment ravir les plus gourmands. Une chocologue sera avec nous, oui, vous avez bien entendu, une chocologue. Elle nous expliquera en quoi consiste son métier. Et puis d'ailleurs, pourquoi mange-t-on des poules, des œufs et des lapins au chocolat à Pâques? Eh bien, Loïc Landreau nous racontera tout cela en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, c'est l'heure de la question du jour. Je suis ravie d'accueillir Pascal Vivier qui est avec nous. Bonjour Pascal, merci d'être là. Bonjour à vous. Merci, vous êtes secrétaire général du SNETA-FO, syndicat des professeurs des lycées professionnels. Face à vous, François Portzer, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ravi de vous accueillir aussi. Vous êtes enseignant histoire-géographie et vous avez été président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges de 2011 à 2018. Merci à tous les deux. Évidemment, je ne vais rien vous apprendre. On est dans l'entre-deux tours. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et donc, on aimerait confronter vos idées, vos opinions. Voilà, sur le sujet de l'éducation, qui est pour nous, évidemment, le sujet essentiel. Eux l'ont dit beaucoup, on dit beaucoup, c'était le sujet d'aujourd'hui, qu'il fallait effectivement se préoccuper de l'éducation de nos enfants et que c'est le sujet essentiel. Est-ce que vous avez eu l'impression réellement qu'ils s'en sont préoccupés, en tout cas qu'Emmanuel Macron s'en est préoccupé ces 5 dernières années? Pascal. Vraisemblablement oui, puisqu'il y a eu un grand nombre de réformes. Donc l'éducation, il s'en est occupé. Est-ce qu'il s'en est bien occupé? Ça, c'est une autre question qui appartient à l'ensemble des citoyens qui vont se déterminer là pour le second tour. Ce que je remarque quand même, il y a une grande différence entre le premier tour et déjà le second tour. Pour nous, il y a eu une surprise, c'est que l'école a été au cœur de la campagne de premier tour, où chaque candidat et candidate ont pu porter des revendications, des propositions, et j'observe déjà qu'au second tour, l'école, la question à savoir de quelle société on a besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle commence déjà à être plus dans le devant de cette campagne de second tour. Donc là, c'est une surprise, j'espère que l'éducation va rester un élément central de cette campagne. C'est le même avis pour vous, François Portzer? Alors moi, je n'aurais pas tout à fait la même analyse. Je trouve que, de toute façon, cette campagne a été occultée d'une manière générale par l'actualité internationale, également par la crise du coronavirus. Et donc, finalement, l'école n'a peut-être pas été le sujet dont on a le plus parlé durant cette campagne avant le premier tour. En tout cas, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu. Effectivement, M. Blanquer ayant été le plus long ministre de la Ve République, aux affaires, si je ne m'abuse, en matière d'éducation, le gouvernement a essayé de faire des choses, il n'y a pas forcément toujours réussi. Il y a eu une volonté de changer les choses, mais en ce qui concerne la campagne, moi j'ai trouvé que le sujet de l'école était un petit peu passé à la trappe. Justement, le sujet de l'école, alors on va y revenir, passer à la trappe pour certains, peut-être effectivement ils s'en sont préoccupés parce qu'il y a eu des réformes, mais les réformes de toute façon, il y en a toujours et tout le temps, depuis de longues années. On a vu un flot de communiqués cette semaine surgir sur les réseaux, et bien de la part des syndicats du milieu éducatif. Alors, presque tous étaient unanimes, il faut faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Est-ce que vous êtes en soutien l'un et l'autre par rapport à cette prise de position? François Portzer. Oui, bien sûr. Et là, je m'exprime à titre personnel, tout à fait. Mais je dirais que c'est un peu une tradition dans le monde éducatif, face à des choix politiques de cette nature, à ce qu'il y ait un quasi-consensus, à de très rares exceptions. De votre côté, Pascal Vivier? Alors moi, je vais avoir un point de vue différent. Une organisation syndicale, elle porte des mandats. Elle porte ce que ses adhérents et ses militants souhaitent comme revendication, et indépendamment
des partis politiques. Donc non, moi je ne fais barrage à rien du tout, je fais barrage aux contre-réformes, je fais barrage à ce qui pourrait aller à l'encontre des enseignants que je représente ici, et en particulier du lycée professionnel, mais je ne ferai barrage à rien du tout. Et à titre personnel, tous les jours j'enseigne et je transmets des savoirs, mais également on forme des citoyens libres et éclairés. Eh bien nos adhérents, ils sont libres et éclairés et ils sauront faire leur choix. Donc Pascal Vivier, vous dites clairement qu'effectivement vous ne vous positionnez pas. Il y a quand même ces 5 ans qui viennent de s'écouler, ces 5 ans de réforme, de la réforme Blanquer, ce bilan. Comment défendre Emmanuel Macron quand on a autant critiqué ce bilan, puisqu'il a été critiqué par l'ensemble pratiquement du corps enseignant et du personnel de l'éducation? Comment le critiquer? C'est facile quand vous avez des gens malheureux, mais vous ne pouvez pas non plus retirer le contexte des réformes. D'une part, et François Polzer l'a rappelé, la crise liée aux Gilets jaunes, mais également le mouvement lié aux retraites, et ensuite la pandémie. Donc, il y a eu des réformes, des choses qui fonctionnent bien, d'autres pas. Certaines se sont faites à l'arrache. Aujourd'hui, la question n'est pas de se dire comment soutenir Emmanuel Macron ou comment soutenir Marine Le Pen. Moi, c'est comment je porte mes revendications et comment j'accède à ceux qui m'ont porté et qui me portent avec des mandats. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc je regarde les propositions des candidats, de l'une, de l'autre. J'ai une position en tant que citoyen, bien sûr, mais mon organisation syndicale laisse libre à chacun de se déterminer. Alors justement, vous êtes, Pascal, secrétaire général du syndicat des lycées professionnels. Emmanuel Macron avait promis de prendre ce sujet à bras le corps et de transformer la filière pro en filière d'excellence. Est-ce que c'est une mission réussie? C'est une question difficile. Sur toutes les réformes, les questions sont difficiles. Vous savez, il va falloir y répondre. On ne peut pas dire qu'on est dans un monde de l'immédiateté. J'aime pas, je like, je délike. Et en même temps, essayer de trouver des réponses à des questions qui sont sur un temps long. Quand vous portez une mesure, une réforme dans l'éducation nationale, quelle qu'elle soit, et quel que soit le ministre, vous allez voir les premiers bénéfices, ou au contraire, ce qui ne fonctionne pas, à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans. Mais la vraie unité de mesure, c'est 12 ans. Donc, est-ce que dans l'enseignement professionnel, il y a eu une réforme? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'elle a fonctionné? La réponse, elle est ça dépend où et ça dépend comment. Mais vous devriez faire de la politique, Pascal. J'ai l'impression que vous êtes parfait. Vous êtes là mercredi soir, vous ne voulez pas participer au débat? Écoutez, ça dépend, je ne sais pas. Il y a des manquements, on ne sait pas trop. Non, répondez-moi clairement. Vous qui défendez, vous défendez cette filière-là, est-ce que c'est réussi? Est-ce que vraiment ça a été pris en compte? En tout cas, ce n'est pas la réforme qu'on attendait. Ce n'est pas la réforme qu'on portait et on en attend une autre réforme. Ma crainte toujours, et mettez-vous aussi à la place d'une organisation syndicale, ma crainte tous les jours, et c'est pour ça peut-être que vous avez l'impression que j'ai la langue de bois et je ne l'ai pas, mais ma crainte c'est que si je dis nous avons besoin d'une réforme, les propositions vont être des contre-réformes. La réforme que j'attends est une réforme qui se fera avec les professeurs de lycée professionnels, pas contre eux, mais aussi avec les élèves, avec les parents et sur un débat de société qu'il y a pu avoir. Donc non, je pourrais vous dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, mais là ma réponse n'est pas binaire. Pardon. Mais vous répondez finalement, c'est très intéressant parce que vous dites clairement qu'en fait, vous n'avez pas confiance, vous pensez qu'il peut y avoir une réforme qui s'opère mais qui va être contre. Ça veut dire que le dialogue ne se fait pas entre le gouvernement, le ministère et le corps enseignant? Si, il s'est fait à différents niveaux. Maintenant, c'est demain, Emmanuel Macron, par exemple élu, qui il nomme ministre, quelle ambition il a pour l'école, est-ce qu'il y a une ambition pour toute la société et toute l'école, quelles mesures il va porter prioritairement. Puis vous savez, là on parle de l'école, mais est-ce qu'il va mettre en premier des mesures liées aux retraites? Donc tout ça, bien sûr qu'on a des craintes, parce qu'à chaque fois, par exemple sur le secteur que je représente, l'enseignement professionnel, on nous parle de revalorisation, on nous parle de mettre à profit tous les métiers, on nous parle d'excellence. Et au bout de 30 ans, j'ai 150 000 élèves de moins qu'il y a 30 ans. Au bout de 30 ans, les difficultés se sont accrues en lycée professionnel. Au bout de 30 ans, je n'ai pas de nouveaux diplômes liés au métier d'avenir. Et pourtant, vous allez entendre
tous les jours métier d'avenir dans la bouche de tous les candidats. Donc bien sûr que ma crainte, elle est réelle. D'une réforme, on en a besoin pour réellement valoriser et les jeunes et les métiers, répondre aussi aux attentes des entreprises et aux compétences dont elles ont besoin, mais aussi répondre aux choix de société. Comment on veut faire commun, ensemble, comment on veut que l'école soit le pilier de la République. Toutes ces questions-là appartiennent bien sûr aux enseignants, appartiennent aux organisations syndicales dont je fais partie, mais elles appartiennent aussi à tous les citoyens. Donc ces questions du temps long, je crois vraiment à la nuance et je pense que je ne peux pas vous répondre de façon binaire. Justement, pour rebondir, François Portzert aussi, effectivement, vous avez évidemment vu que Marine Le Pen, elle, de son côté, sur la filière pro, eh bien, veut faciliter la professionnalisation des élèves dès 14 ans et toujours dit vouloir mettre la filière pro en valeur. Est-ce que c'est une bonne stratégie aussi, selon vous, de votre côté ? Écoutez, c'est un projet qui date de longue date, face à des populations d'élèves qui ne sont pas toujours à l'aise dans l'enseignement classique et face aussi aux besoins de certains secteurs de l'économie. Développer des formations style apprentissage n'est pas une mauvaise chose. Après, c'est pas simple non plus. Il faut que les élèves en question puissent trouver des maîtres de stage. Il faut que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Mais là encore, je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu ce type de formation précédemment. Les problèmes auxquels a été confronté M. Blanquer, comme par exemple la paupérisation des professeurs, c'est quelque chose qui date de 30 ans et on ne peut pas en trouver la solution en 5 minutes. Non, donc mais si elle date de 30 ans, justement, pourquoi ils ne se sont pas posé la question avant et pourquoi n'ont-ils pas réussi en 5 ans à régler cette histoire-là? Pourquoi on est toujours dans l'histoire de la revalorisation, par exemple, des salaires des professeurs? C'est assez simple. D'une part, les professeurs ont été paupérisés parce que le niveau du SMIC a remonté alors que le salaire des professeurs, lui, stagnait. Et puis, ce sont des telles masses financières en jeu que les gouvernements de gauche comme de droite, quels qu'ils soient, ne sont pas forcément prêts du jour au lendemain à mettre le salaire des enseignants à égalité avec celui du Luxembourg, où ils sont payés 3 fois plus. C'est tout bêtement une question de moyens financiers. Donc, tous, ils essayent de biaiser avec des petites revalorisations par-ci, par-là. Mais je ne pense pas que ce soit le propre du ministère actuel. D'accord, vous avez défendu un certain nombre de mesures, hein, donc vous le disiez vous-même d'ailleurs, mises en place par Jean-Michel Blanquer, notamment la réforme du bac et la fin des filières qu'on appelait S, ES et L, qui étaient en lycée général. Est-ce que vous maintenez ce soutien-là? Écoutez, je sais que les enseignants en général ont une piètre opinion de notre ministre, mais je pense qu'il y a quand même des réformes qui ont été positives. Il y en a eu dans l'enseignement primaire avec la diminution des effectifs dans certaines classes, oui, avec la reconnaissance du statut des directeurs. Et pour le secteur que moi je connais, c'est le lycée, je trouve qu'il y a des aspects positifs dans la réforme du lycée. Moi j'enseigne la spécialité HGGSP, la géopolitique. Ce sont des programmes passionnants qui intéressent énormément les élèves, qui leur permettent de réussir. Cette réforme, elle avait pour ambition de sortir un petit peu de la domination écrasante de la filière S par rapport aux autres. Quand elle a été bien faite, quand les possibilités de spécialité sont offertes aux élèves, ça fonctionne. Donc je crois que même s'il a été occulté par la crise sanitaire en particulier, moi j'y vois de nombreux points positifs. Et que pensez-vous alors du coup de cette filière justement mathématique, hein, puisque maintenant on fonctionne par spécialité, des maths qui ont été délaissées par un certain nombre d'élèves et notamment beaucoup par de filles qui en fait ont délaissé cette voie-là et donc la voie plus tard pour tous les métiers liés aux mathématiques, l'ingénierie et autres? Alors, si vous voulez, bon, d'abord les mathématiques, c'est devenu, après la Seconde Guerre mondiale,
la discipline qu'il fallait avoir pour connaître une promotion sociale. Avant, c'était les lettres classiques. Et malheureusement, ça a complètement dominé le système au point d'écraser toutes les autres filières. Donc la réforme, elle avait pour but, me semble-t-il, justement, à la fois de créer de vrais scientifiques avec un enseignement de spécialité de mathématiques extrêmement exigeant, et puis en même temps d'offrir d'autres possibilités de réussite sans forcément passer par les maths. Alors, ça a pu choquer certains, il y a derrière des lobbies de différentes disciplines. Moi, je trouve que la solution qui a été trouvée de rajouter 1h30 en première à tout le monde va être très compliquée à mettre en place, va pas forcément être, à mon avis, beaucoup plus efficace. Donc, bon, en tant que littéraire, je trouve que redonner plus d'importance à d'autres disciplines que les mathématiques, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors après, le problème entre les filles et les garçons, ça dépasse les mathématiques. On pourrait le dire dans d'autres spécialités. Là encore, l'école est impactée par des considérations, je dirais, de sociologie générale. Elle ne peut pas, à elle seule, refaire toute la société. Non, c'est sûr, mais enfin, c'est effectivement la liberté de choix qui aussi implique cela. Dans la réforme du bac, il y a le souci de l'examen final. Aujourd'hui, on prend également en compte les notes du contrôle continu pour le bac. Marine Le Pen souhaite le supprimer, justement, ce contrôle continu, et mettre l'accent sur un seul examen final, finalement, de revenir à l'ancien bac. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre ? François ? Alors, en ce qui me concerne, dans la mouture initiale qui avait un système de 3 épreuves sur 2 ans n'était pas inintéressante. Malheureusement, elle a sombré avec la crise du coronavirus. Mais moi, je trouve que c'était pas inintéressant d'avoir comme ça des épreuves qui s'échelonnaient sur une plus longue période. Le grand intérêt étant que dans ces cas-là, le bac, on pouvait en tenir compte pour l'orientation, pour Parcoursup, alors que si vous faites uniquement des épreuves finales, le bac ne sert à rien, parce que tout se joue avant avec Parcoursup. Donc c'est simplement une formalité. Donc je sais que beaucoup de collègues sont favorables à un examen final. Personnellement, je trouve que cette solution-là, elle affaiblit le bac plus qu'autre chose. Pascal Vivier, votre avis sur la question ? Alors, je vais avoir un avis non pas différent, mais qui va être aussi nuancé. Dans le lycée professionnel, on connaît le contrôle en cours de formation depuis plus de 10 ans, puisque tous les élèves qui étaient avant en BEP, aujourd'hui en bac pro, ont 80% de leur bac par le contrôle en cours de formation. Là aussi, c'est de savoir de quoi on parle. Contrôle en cours de formation, chaque élève devrait pouvoir passer son épreuve quand il est prêt de la passer. Concrètement, dans l'établissement, c'est impossible. Donc le contrôle en cours de formation, il ennuie tout le monde, il ennuie les enseignants, il met la pression sur les élèves, et pourtant l'échelonnement de l'examen pourrait être un sujet de discussion et revenir à un système, par exemple, de partiels que nous avons tous connus à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs. On pourrait en discuter. Donc nous, on le subit également. On redemande un bac anonyme, terminal, bien sûr. Mais là aussi, il faut savoir de quelle époque on parle. Est-ce qu'on parle d'il y a 30 ans et de la valeur du baccalauréat, ou on parle aujourd'hui du baccalauréat dont François Panzer vient de le rappeler, n'est plus qu'une étape pour accéder à l'enseignement supérieur. Mais de quel enseignement supérieur on parle ? Est-ce qu'on permet d'accéder en fonction de vos compétences, ou au contraire, on vous oriente en fonction de vos moyens ou en fonction du lycée où vous appartenez ? Ces questions-là, pareil, elles nécessitent un vrai... Ben oui, c'est une question évidemment essentielle, celle que vous énoncez, la question des inégalités sociales qui perdurent, des inégalités face à l'école qui perdurent. Tout dépend de là où vous grandissez, tout dépend de la famille dans laquelle vous grandissez, du village, enfin des moyens. Est-ce que l'un ou l'autre de ces candidats vous parle davantage par rapport à cette préoccupation des inégalités, puisqu'on devrait tous être égaux face à l'apprentissage et face à l'éducation aujourd'hui en France ? Alors, je veux bien dire 2 mots. C'est de quelle société on a besoin à 10 ou 15 ans. Les candidats se présentent pour un mandat de 5 ans. Et donc, avoir une ambition pour le pays à 10, 15 ans,
c'est une ambition qui commence à être compliquée. Mais il va falloir qu'on ait un président de la République qui puisse s'interroger là-dessus. Et sur une des missions de l'école, c'est de transmettre les savoirs, d'enseigner, de former des citoyens, mais sur ce temps long. Donc comment on revient à l'émancipation de chacun, et quels moyens on y met? Tout à l'heure, on parlait des salaires des enseignants. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est vraiment pas quand on manque de 30 à 40% de pouvoir d'achat par rapport à un enseignant espagnol. Je ne vais même pas parler de l'enseignant luxembourgeois ou allemand. Mais en même temps, je peux dire qu'on n'a jamais eu autant de millions d'euros, 700 millions d'euros cette dernière année, pour la valorisation des enseignants. Sauf que la masse, elle est tellement grande que ça a fini sur les fiches de paye à être à une forme de peu de choses, et tous les collègues étaient insatisfaits. Donc là, comment on réussit l'émancipation et comment on permet l'égalité réelle des moyens pour que les jeunes réussissent, c'est une histoire très compliquée qui a commencé au primaire. Par exemple, sur l'enseignement professionnel, si un candidat vient à imposer une nouvelle réforme du lycée professionnel sans s'atteler au collège, je peux vous dire que cette réforme, elle ne fonctionnera pas pour une raison simple. C'est qu'il faut commencer très très tôt. Vous avez parlé vous-même du manque de vocabulaire, de difficultés sociales, donc de difficultés aussi financières, parfois de difficultés territoriales. C'est quels moyens on met très tôt pour que chacun ait une chance de se réaliser. Ça, c'est vraiment les grands débats qu'on attend. Vous parlez du salaire des professeurs. Si on s'attelle juste à cette question-là, pour l'un comme pour l'autre, Pascal Vivier ou François Porzer, je rappelle les deux mesures phares par rapport, je précise bien, au salaire des professeurs. Emmanuel Macron a parlé de revalorisation des salaires au mérite. Comment l'ont pris les profs? Première question. Deuxième question, Marine Le Pen veut augmenter les profs de 3% par an, soit 15% durant le quinquennat. Est-ce que c'est faisable, l'un comme l'autre? François Porzer, le premier. Alors écoutez, c'est un vieux, un refrain habituel. L'évaluation au mérite, tout le problème est de savoir sur quels critères on va se baser pour déterminer le mérite. Donc sur le principe, ça pourrait être envisageable, mais comment va-t-on pouvoir évaluer les personnels? C'est un vaste sujet. Parce que, ça ne vous choque pas, vous, quand vous dites au mérite, vous n'avez pas l'impression d'être dénigré en tant que professeur? On parle toujours, il y a une espèce d'image générale que le professeur fout rien et qui est toujours en vacances, qui est évidemment totalement fausse. On a l'impression que quand on parle de rémunération au mérite, on est un peu dans cette idée-là. Est-ce que ce n'est pas une humiliation de plus qu'aurait porté Emmanuel Macron aux enseignants en France? Oui, mais si vous voulez, c'est complètement à l'opposé de la réalité. Il faut aller dans les classes. Tout le monde sait que les professeurs s'investissent énormément pour leurs élèves, qui leur sont d'ailleurs très reconnaissants en règle générale. Et le mythe du professeur qui ne fait rien est une absurdité totale. Mais, donc le salaire en question. Je voudrais insister sur le fait que, voilà, on ne peut pas non plus évaluer des professeurs comme on évalue par exemple dans une entreprise. Voilà, la vraie question, elle est là. Augmenter de 3% par an les profs, selon Marine Le Pen, c'est-à-dire 15% durant le quinquennat, c'est faisable pour vous, selon vous, François Porzer? Écoutez, quand on regarde la situation des professeurs français par rapport à leurs collègues européens, on est parmi les moins bien payés. Donc, tout mécanisme, d'où qu'il vienne, qui permettrait une augmentation substantielle des traitements est bon à prendre. Bon, évidemment. Mais c'est plein de questions politiques. C'est une question ensuite de volontarisme financier. J'ai cru comprendre aussi que M. Macron nous avait promis des choses positives de ce point de vue-là. Mais là encore, ça risque de s'arrêter par rapport au diktat de Bercy. Le dictat de Bercy qui dépend quand même du président de la République aussi, et des choix faits en fonction du candidat élu. Pascal Vivier, quel est votre avis sur la rémunération des profs, justement par rapport aux deux propositions faites, celle d'Emmanuel Macron, la revalorisation des salaires au mérite, j'entends, et la deuxième de Marine Le Pen par rapport aux 15% durant le quinquennat? Vous me permettrez de répondre déjà à la seconde question. Les 15%, ils sont faisables, mais le compte n'y sera pas. Le compte sera vraiment à minima. C'est pas possible. Après, la question du mérite, c'est aussi une question compliquée.
La question mérite, le réflexe pourrait être de dire eh bien moi je suis méritant. Tout le monde se croit plus méritant que le voisin, ou en tout cas tout le monde évalue qu'il peut avoir un mérite. François Panzer a raison, tout ça dépend aussi des critères. Avant tout, c'est de quelle école on a besoin, de quel enseignant on a besoin et comment on valorise les enseignants. L'OCDE a lancé des rapports sur la rémunération des enseignants en France et dit clairement si la France veut retrouver son niveau dans PISA, c'est-à-dire les comparaisons internationales de l'école, c'est simple, il va falloir y mettre les moyens pour avoir de meilleurs profs. C'est d'ailleurs terrible à entendre. Ça veut dire qu'actuellement, on est en train de recruter des enseignants qui seraient les moins bons Master 2. C'est difficile à entendre pour nous, mais difficile aussi à regarder la photographie comme elle est. Donc avant de parler du mérite, et d'ailleurs, quand on parle du salaire au mérite, j'allais dire, c'est comment utiliser des anciens mots pour faire une nouvelle politique qui est finalement une politique désuète. C'est de quelle école on a besoin, de quel enseignant on a besoin, à quel niveau on veut que nos élèves et nos enfants arrivent, quels travailleurs on a besoin, de quelles compétences les entreprises ont besoin, et alors il faudra mettre le paquet. C'est simple, la question RH, la question salariale est la première question qui se portera à l'école. Si on veut faire quelques réformes que ce sera avec les profs, pas contre eux, et donc déjà en les reconnaissant. Dans la société où on est, la première des reconnaissances, c'est le salaire. Donc il faudra un véritable plan Marshall pour l'éducation. J'espère autant que Emmanuel Macron et Marine Le Pen vous auront entendu l'un et l'autre et qu'ils vont réagir à cette question. Effectivement, avant le premier tour, le sujet de l'éducation a été un des sujets phares primordiaux pour les deux candidats. J'espère que ça continuera et on le verra mercredi soir au débat et évidemment à l'issue de ce second tour. Merci mille fois à vous deux d'avoir été avec nous. Merci Pascal Vivier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNETA-FO, syndicat des professeurs des lycées professionnels. Et merci également à vous, François Panzer, d'avoir été avec nous. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie et vous avez été président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges de 2011 à 2018. Restez avec nous car dans un instant, eh bien, on parle chocologie. Vous allez tout comprendre. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Camille Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chocologue. Chocologue, ça existe. Ça veut dire quoi? Eh oui, une chocologue, c'est une experte du cacao et du chocolat. C'est vraiment une personne qui a toutes ses connaissances sur le cacao, qui étudie comment réagit et comment s'organise une plantation de cacao et comment cette fève est transformée ensuite en chocolat. Donc en fait, vous ne fabriquez pas de chocolat, mais vous connaissez tout sur le sujet du chocolat. Exactement. En tout cas, on essaye de tout savoir, parce qu'en effet, c'est une science et même un art qui évolue tout le temps au fur des nouvelles recherches qui sont effectuées. Donc on apprend continuellement. Et c'est vrai qu'il y a un deuxième facteur qui est extrêmement important dans la chocologie, c'est la dégustation sensorielle du chocolat. Donc en fait, c'est vraiment le parallèle de l'œnologie appliquée au cacao et au chocolat. D'accord, donc vous êtes capable de reconnaître n'importe quelle fève en fait, d'Équateur, de Colombie ou ailleurs. Je dis Colombie, je pense au café plutôt, mais ouais, je ne sais même pas. C'est vrai qu'il y a certaines familles, enfin certaines origines qui se reconnaissent plus facilement que d'autres. Par exemple, on sait que les fèves de Madagascar sont souvent plus fruitées que celles d'une autre origine. Donc les origines, c'est vraiment les pays. Mais c'est vrai qu'après, en fait, c'est surtout qu'il y a des familles aromatiques, fruitées, végétales, épicées, empyromatiques, qui est fumée. Et donc, c'est vrai qu'on arrive surtout à identifier toutes ces familles aromatiques. D'accord. Alors, d'où vous vient cette passion pour le chocolat? Toute petite? Oui, tout à fait. Il faut préciser d'ailleurs que la chocologie, ça a été inventé par Victoire Finas, qui est vraiment la chocologue, qui a inventé tout ce terme et tout ce métier, parce qu'en effet, c'est une vraie passionnée du chocolat. Elle a vraiment grandi dans ce milieu parce que son grand-père était chocolatier. Et donc moi, quand j'ai fait sa connaissance il y a 4 ans, on n'a jamais réussi à se quitter. Et en effet, j'ai été formée à mon tour par cette science. Et aujourd'hui, on essaye ensemble de former le plus grand nombre de personnes. Vous êtes en fait les deux références ici en France, en chocologie?
Victoire l'est, oui. Moi, je travaille dans l'ombre de Victoire. D'accord, ok. Qui a écrit donc ce Exactement. livre. Elle Voilà. a écrit le livre Super Chocolat, qui est préfacé par Pierre Hermé, qui a vraiment été son mentor quand elle s'est lancée. Ok, alors racontez-moi justement votre parcours par rapport au chocolat. Comment s'est déclenché votre amour du chocolat? Bah, c'est une rencontre, donc celle avec Victoire, et après, Mais bah, plus tôt, forcément... j'imagine quand même. Si vous aimiez déjà le chocolat plus Ah oui, jeune. bien sûr. Après, qui n'aime pas le chocolat? Ben, j'en connais, j'en connais, mais plus jeune. Oui, bien sûr. Moi, j'ai aussi mon grand-père qui travaillait dans une chocolaterie. Et puis après, c'est vrai que mon père m'a toujours stimulée au chocolat. J'en dégustais toujours avec lui depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai que c'est une passion que j'avais en moi, mais qui a vraiment explosé grâce à la rencontre avec Victoire et toute finalement cette connaissance de la chocologie qu'elle m'a fait découvrir. Et alors, c'était qui les grandes références pour vous quand vous étiez adolescente en chocolat? Qu'est-ce que vous mangiez principalement? Alors, j'ai consommé très longtemps du chocolat industriel et donc beaucoup de marques de grande surface. Et c'est vrai que étant parisienne, j'ai eu la chance aussi de découvrir beaucoup d'artisans chocolatiers. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les chocolats de Jean-Paul Evin, Patrick Roger. Mais en fait, il y a beaucoup de nouveaux chocolatiers qui apparaissent aujourd'hui sur le secteur, comme De Chenaux, Asna, Encuentro. Enfin voilà, il y en a vraiment énormément à citer qui font un excellent travail. Bien sûr. Alors, vous parlez de notions, effectivement, de psychologie, j'ai lu, dans le chocolat. Pourquoi? En quoi il y a de la psychologie? C'est une question très, très difficile. En fait... Non, vous ne pouvez pas répondre. D'accord. Je sais pas, je pensais qu'il y avait un rapport avec la psychologie. Ouais, Okay. en fait, pourquoi? Parce que Victoire Finaz est psychologue de formation. Donc c'est vrai que... Ah, c'est pour ça que c'est en rapport avec elle. Exactement. Donc c'est vraiment son savoir à elle. Et en fait, elle est devenue d'ailleurs chocologue parce que elle sortait de ses études de psychologie. Elle commençait à animer pour dépanner une personne des ateliers autour de la chocologie, enfin du chocolat, des dégustations de chocolat. Et finalement, les gens lui ont demandé mais quel est votre métier? Elle disait bah je sais pas, moi je suis psychologue, je suis passionnée par le chocolat, je sais pas, je suis chocologue, je fais un mix des deux. Et en fait, c'est surtout venu de là. Mais c'est vrai que la psychologie, ça réfère vraiment à l'être et tout, et la dégustation sensorielle également. Et alors pourquoi on vous appelle chocologue si vous n'avez pas fait de psycho, vous? Si c'est pas lié. C'est comme l'œnologue finalement en fait. C'est plus une terminaison qui est rattachée. La connaissance finalement du chocolat, liée au chocolat. Exactement. D'accord. Et donc dans votre travail, vous proposez, vous, des ateliers d'initiation, j'imagine, oui, bien sûr. avec Victoire? Exactement. On fait beaucoup d'animations, même avec toute notre équipe qui est formée bien sûr à la chocologie. On intervient auprès des enfants, dans les écoles, auprès des associations, et également auprès des particuliers, adultes comme professionnels d'ailleurs, pour justement initier le plus grand nombre. D'accord. Vous le faites comment? Alors, comment se déroulent les ateliers? Alors ça va dépendre de la cible, mais généralement, on fait une première introduction à la chocologie et au cacao. Alors comment s'organise une plantation de cacao? On a une petite vidéo qui a été réalisée suite à nos voyages dans les plantations. Et donc on montre vraiment comment organiser une plantation, on montre que c'est une jungle, on montre à quoi ressemble une cabosse, parce que qui est vraiment le fruit du cacaoyer, comment se trouve la fève à l'intérieur de la cabosse. Et ensuite, on a toute une présentation pour montrer toutes les étapes de transformation de cette fève en chocolat. D'accord. Et donc, ça passionne aussi bien les petits que les grands? Ah oui, bien sûr. Après, il faut juste s'adapter à sa cible. Comment est accueilli votre métier, comment sont accueillis vos ateliers chez les grands chocolatiers que vous avez cités tout à l'heure, par exemple, ou d'autres? C'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Hein. Victoire, si vous lisez la préface d'ailleurs que lui a gentiment écrit Pierre Hermé, où on ressent qu'elle est vraiment en fait reconnue par les chocolatiers, par le secteur. Et donc finalement, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est peu connu, mais qui a beaucoup d'impact et qui intéresse énormément les personnes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un chocolatier sait travailler le chocolat, mais qu'il ne connaît pas forcément toujours, en sa fonction, ça dépend desquels, hein, mais toute la complexité du chocolat, toutes les notes aromatiques, comment il est possible finalement de faire des associations complètement dingues. Ça dépend s'il torréfie lui-même ses fèves ou pas. Exact, ça dépend en fait quelle est son implication. C'est dès le départ, donc de la fève jusqu'à la barre, comme disait Pierre Marcolini, qui est sur ce plateau,
il y a quelques jours, ou si en fait il intervient qu'après. Bien sûr, il y a beaucoup de chocolatiers aujourd'hui qui ne font qu'acheter de la couverture et en effet auxquels il manque quelques notions, même s'ils connaissent très bien le chocolat. Hein, je ne veux pas commencer à les pointer du doigt. Exactement. C'est surtout qu'en fait, nous, on est là pour initier à la dégustation sensorielle du chocolat et c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment en s'exerçant et qu'il faut juste apprendre à faire. Il faut arriver à se concentrer, à ressentir tout ce que le chocolat veut nous communiquer pour ensuite bien l'associer. Alors, vous êtes venu avec des petites choses merveilleuses. Là, racontez-nous ce qu'il y a dans la boîte, les tablettes et autres. Là, vous avez la gamme des Carrés Victoire, donc, qui est la marque de chocolat de Victoire Finaz. Et du coup, on a le nuancier qui est vraiment son produit phare, avec un assortiment de ganache et praliné qui vient se déployer comme un éventail. Et en fait, chaque chocolat est accompagné d'une plaque recette pour venir le décrire et accompagner la dégustation. Parce qu'on est vraiment dans cette démarche pédagogique de faire comprendre aux personnes qu'est-ce qu'ils sont en train de déguster. Et ensuite, vous avez 2 tablettes. Vous avez une tablette origine Tanzanie et une autre Mexique. Et je vous les ai ramenées pour vraiment, si vous voulez faire l'expérience, en effet, de vous rendre compte à quel point 2 chocolats noirs avec un pourcentage de cacao à peu près similaire peuvent être complètement différents en fonction de leur origine. Sur l'amertume, sur l'acidité, sur quoi par exemple? Exactement, sur ce genre de saveurs, mais surtout sur la famille aromatique. Il y en a qui vont être fruités, qui vont rappeler des notes de groseille, de citron, de pommes, de coing, d'abricot. Il y en a d'autres qui vont être végétales, qui vont être très frais, très herbacés. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus fumés, d'autres beaucoup plus épicés avec des notes de poivre, de vanille. Enfin voilà, en fait, c'est comme quand on boit un vin, un chocolat a énormément de complexité aromatique et c'est important finalement de se rendre compte à la dégustation à quel point tout peut être différent. Et alors ensuite, vous avez les œufs. Voilà, les petits œufs. Les œufs pralinés de la collection de Pâques. D'accord. Donc tout ça, ce sont les chocolats effectivement de Victoire Finaz avec qui vous travaillez, et que vous représentez. Et donc, votre amour absolu du chocolat qui est né, si je comprends bien, grâce à votre grand-père, en fait, c'est ça. Dans la chocolaterie, et que vous poursuivez aujourd'hui auprès des chocolatiers. Exactement. Ouais, bah, écoutez, bravo. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Camille Lemaire. Je rappelle que vous êtes chocologue. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce terme, moi, je ne le connaissais pas non plus. Il a été déposé, d'ailleurs, par Victoire Finaz. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et donc, et le but, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de chocologues. On est en train de lancer un programme de formation pour vraiment faire découvrir cet art, cette science et qu'il y ait le plus de personnes possibles en France qui deviennent chocologues. Ok, bah, écoutez, avec joie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On va d'ailleurs tout de suite tout comprendre de l'origine des œufs, des lapins et des poules en chocolat pour Pâques grâce à Loïc Landreau. Chère Camille, je vous propose de rencontrer ce jeune homme extrêmement érudit, qui est Loïc Landreau, et qui nous propose chaque lundi une chronique. Aujourd'hui, vous allez nous parler, en fait, évidemment de chocolat, et surtout répondre à la question que tout le monde se pose, pourquoi on mange des œufs, des poules et des lapins en chocolat pour Pâques? Ça, c'est une excellente question. Mais juste avant, peut-être, un petit mot sur ce lundi, qui est férié finalement pour les enfants comme pour les professeurs. Parce que figurez-vous qu'au Moyen-Âge, si on remonte jusque-là, c'était pas juste le lundi qui était chômé, c'était toute la semaine qui suivait Pâques. C'est ce qu'on appelle l'octave. Octave 8, donc les 8 jours après la résurrection de Jésus qui est le dimanche. On ne faisait rien, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de travail. Les chrétiens, tout simplement, célébraient la résurrection de Jésus. Et ça change en 1801, quand Napoléon veut réduire un petit peu la place de l'Église dans la société avec le Concordat. Du coup, le pape est un peu obligé de restreindre son influence sur tout un tas de sujets. Et Napoléon, lui, il décide que maintenant, ça suffit, on va se remettre un petit peu au travail. Et donc, il supprime cette fameuse semaine fériée après Pâques, mais quand même en signe d'apaisement, parce qu'il ne faut pas quand même tout révolutionner d'un coup, il garde le lundi qu'il fait férié pour que les chrétiens puissent bien célébrer cette fête-là. Voilà, c'était juste un petit intro. Voilà, exactement. Le fameux préambule. Mais alors, donc, j'en reviens à ma question. Pourquoi les œufs, les lapins en chocolat? Ça vient d'où cette tradition? De très très loin. Et c'est passionnant de voir combien les cultures antiques ont imprégné ce qu'on vit aujourd'hui. On revient 5000 ans auparavant. Chaque année au printemps, les Perses et les Égyptiens s'offraient des œufs de poule peints pour se porter bonheur et pour célébrer l'éclosion, le renouveau de la nature. C'était à peu près la même chose à Rome où on cassait des œufs en signe de purification.
signification. Et en Gaule, les druides peignaient des œufs de poule en rouge pour rappeler le renouveau du soleil. On comprend bien donc la symbolique, évidemment, pour toutes les cultures. C'est ce mystère de la vie, ce mystère de la nature qui renaît sans arrêt, qui recommence. Et pour les chrétiens, évidemment, le symbole de la renaissance de toute chose, c'est évidemment Jésus qui est en résurrection. Et au IVe siècle de notre ère, eh bien, l'Église instaure le carême. Le carême, ce sont ces 40 jours de privation, de prière qui préparent justement à Pâques. Et pendant ce temps-là, ces 40 jours, on n'a pas le droit de manger ni de viande, ni d'œufs. Sauf que le problème, c'est que les poules, elles pondent pendant qu'on ne mange pas d'œufs. Donc, il y a un stock. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour évacuer le stock ? On les décore. On les décore. Comme les Perses. Exactement, on les décore et on les offre autour de soi le jour de Pâques pour marquer justement la fin des privations. Et c'est une tradition qui va tellement bien marcher qu'elle va se répandre dans toute l'Europe. Et même les églises se mettent comme ça à offrir des œufs décorés aux fidèles à la fin de la messe pascale. Ça, c'est assez incroyable. Et c'est au XVIIIe siècle finalement qu'on commence à mettre du chocolat dans les œufs. Et puis quand l'industrialisation commence à se former vers 1830, on fait des petits moules tout simplement. Et voilà comment sont arrivés les œufs en chocolat. Alors jusqu'ici, tout va bien. La poule qui pond l'œuf, j'ai compris. Mais voilà. Le lapin. Ah, le lapin. Très intéressant, le lapin. Lapin ou le lièvre, d'ailleurs. Ça dépend des régions. C'est une tradition, en fait, d'origine germanique qu'on a adoptée parce que depuis des siècles, en fait, ces animaux sont associés à la déesse païenne de la fertilité qui s'appelle Ostara. Elle est célébrée toujours à l'équinoxe de printemps. Et c'est donc une tradition où les lapins, les lièvres, cachent les œufs dans les jardins. Et comme, rappelez-vous, il y a très longtemps, l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes, naturellement, il y a eu un glissement de tradition qui est arrivé jusqu'à nous. Très bien. On peut vous demander un petit bonus tout ce que vous voulez. Attendez, je me méfie de la blague d'avant ça, sur les cloches. Ah, les cloches. Attention. Attention. Personne sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous l'assure. Les cloches, très simple. En fait, du vendredi saint, qui est le jour de la mort de Jésus, jusqu'au dimanche, sa résurrection, les cloches n'ont pas le droit de sonner dans les églises. Donc, ce qu'on raconte aux enfants, c'est que comme elles s'ennuient un peu, elles partent à Rome se faire bénir par le pape, et puis elles en profitent pour se charger de chocolat. Et quand elles reviennent en carillonnant comme ça pour annoncer la résurrection de Jésus, elles en profitent pour déposer tous les chocolats dont elles se sont chargées à Rome dans le jardin des enfants. Et voilà pourquoi il y a les poules, les œufs, etc., etc. J'espère qu'on va retrouver les petits podcasts de Loïc Landreau quand même sur le site de School TV parce que c'est génial, on apprend toujours avec vous. On essaye. En s'amusant avec le sourire, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment ça... Vous saviez tout ça ? Ou non. Pas, Camille Non, j'avoue que j'apprends. Incroyable. Comme quoi, School TV, amène à tout. J'ai même une toute petite blague rapide. C'est vrai ? Oui. Est-ce que vous savez comment on sait reconnaître un lapin en chocolat mâle d'un lapin en chocolat femelle ? J'ai peur. On croque la tête. Et si c'est vide, c'est un mâle. Pas mal. Elle me plaît bien. Ouais, elle me plaît bien. Je rajouterai rien du coup. Merci beaucoup, Avec Loïc. grand plaisir. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écolier avec Malika Ménard qui reçoit Joyce Jonathan. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Joyce Jonathan. Bonjour Joyce. Bonjour Malika. Alors vous êtes auteure, compositrice, interprète. Ça en fait des particules. Vous avez déjà presque 15 ans de carrière puisque vous avez débuté en 2008. Oui, c'est ça. Mon premier album est sorti en 2010, donc ça fait plutôt 12 ans. Moi, je m'en souviens bien parce que c'est l'année où j'étais Miss France. Ah oui ? Ouais, c'est une année que je ne peux pas oublier et je me rappelle de tout. Parce que les musiques, ça va avec des époques. moments, oui. C'est vrai. Vous sortez un nouvel album le 11 mars prochain qui s'intitulera Les petites jolies choses. Exactement. Les petites jolies choses. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un album qui sera en 2 parties. Il y a une partie qui est folk-pop, qui ressemble à toutes les chansons que j'ai pu faire jusqu'à présent, dans la veine de Ça ira ou je ne sais pas. Et il y a une partie qui est la phase B. Donc, en fait, il y a 2 albums. Ce sont des chansons plus jazz en collaboration avec Ibrahim Malouf. Donc il y a 6 chansons et en même temps il n'y a pas vraiment de différence de son entre ces 2 albums parce que tout est très organique, c'est des sons très acoustiques et voilà. On va découvrir une nouvelle Joyce quand même. C'est dans la continuité. Je pense que c'est une évolution, mais voilà, c'est ça. Et c'est des thèmes qui sont importants, qui sont un peu le retour à la réalité parce qu'on
on se perd un peu dans l'image qu'on peut donner de soi-même sur les réseaux sociaux, dans l'image publique qu'on peut avoir. Et c'est justement une façon de se dire que l'image la plus importante, c'est l'image qu'on a dans son intimité. Voilà, et les petites jolies choses, c'est ça, c'est notre intimité. Bon, on fait un petit stop avec le futur. On revient dans le passé, si vous êtes d'accord, pour se remémorer justement les souvenirs d'écoliers. Alors, quel type d'élève étiez-vous ? Alors, j'aimais pas l'école et j'étais un peu rebelle quand j'étais en primaire. J'appelais ma maîtresse Poulette, par exemple. Ah oui, ça, je l'ai vu. Et pourquoi donc? Parce que, je sais pas... Vous aviez entendu Poulette, ouf. Non, mais je suis au supermarché. Non, mais je sais pas, ça me saoulait d'aller à l'école. Mais j'ai 2 grandes sœurs qui ont jamais été spécialement rebelles, mais qui aiment bien être un peu rentre-dedans. Et peut-être que c'était des mots que j'entendais à la maison. Et genre, allez, les Poulette, grandes sœurs, elles étaient déjà rebelles aussi? Pas trop rebelles, mais bon, elles ont 4 et 5 ans de plus que moi, donc dire Poulette à 9-10 ans, ça passe mieux qu'à 5. Et la maîtresse le prenait comment? Elle le prenait mal. J'avais beaucoup de mots dans mon carnet de correspondance que je voulais pas montrer à mes parents. Donc vraiment, l'école, c'était pas mon refuge du tout. Je détestais y aller, je me sentais pas bien. En plus, ma mère me mettait toujours un espèce de petit collant avec des cerises dessus où je me sentais toute mal dans ma peau. Et c'est mignon. Non, il n'était pas joli ce collant et il me serrait trop. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, et en plus de tout ça, je voulais être un garçon quand j'étais petite. Ça, j'ai lu aussi. Vous y appelez Michael. Exactement. Donc j'allais à l'école et je switchais. J'étais Joyce à la maison et j'arrivais. J'appelais Poulette ma maîtresse et j'étais Michael. Donc j'étais un peu bipolaire, enfin schizophrène, quoi. Sacré enfant, c'était animé, quoi. C'était très animé. Donc ça a duré 2-3 ans. Mais en plus, Michael avec les collants cerises. Ouais, ça passait pas. Mais non, mais en fait, comme mon prénom c'est Joyce et que c'est pas un prénom hyper commun, non, malgré tout, mes copains de classe me disaient mais on comprend pas. Donc ton prénom c'est Joyce ou Michael? Mais t'es une fille ou un garçon? Et en plus moi je voulais pas aller dans les vestiaires des filles, donc je me cachais un peu. C'était vraiment, c'était pas une petite phase, c'était vraiment un personnage. C'était une grosse phase. Et pourquoi? Alors j'ai mis du temps moi à comprendre la dimension psychologique de tout ça. En fait j'avais entendu que ma mère voulait comme 3e enfant un garçon. Et j'ai déjà les 2 grandes sœurs. Voilà, 2 grandes sœurs. C'était son 3e enfant, le dernier. Elle m'a eu à 40 ans. Donc, c'était un peu, bon, allez, en 3e, on a envie d'un garçon. et je l'ai senti, je l'ai compris. Et pour lui faire plaisir, je me suis transformée en garçon. Oui, mais si quand vous rentriez à la maison, vous étiez Joyce? J'avais les cheveux courts quand même. Je m'étais fait couper les cheveux à la garçonne, je m'habillais comme un garçon. Mon meilleur ami s'appelait Christian, c'était mon poteau. et puis ma mère, elle travaillait beaucoup, donc elle saisissait pas trop le fait que je puisse m'appeler Michael à l'école. Et puis un jour, elle m'a prise sur elle m'a dit « Mais Joyce, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi tu joues au garçon? Tu sais, moi j'adore que tu sois une fille. J'aurais adoré avoir un garçon, mais quand t'es arrivée dans ma vie, j'ai tout de suite été amoureuse de toi. Tu es ma fille, tout ça. » Elle avait tout compris. Elle avait tout compris, donc je pense que tout ça a été agrémenté de larmes. Et à partir de ce moment-là, je suis allée chercher des barrettes et je lui ai dit « Alors mets-moi en fille !» C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Joy Jonathan pour la suite de Souvenirs d'écoliers. C'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est quoi les objectifs? L'objectif, c'est de permettre aux élèves de rentrer dans l'univers d'un philosophe pour le comprendre, le mémoriser et ensuite être capable d'argumenter dans le cadre d'une dissertation, par exemple, pour les élèves de terminale. C'est ce que vous faites au quotidien, ceci dit, comme professeur. Qu'est-ce que ça change d'utiliser le jeu? Eh bien, en fait, ça change un certain nombre de choses. C'est que les élèves vont être en mode collaboratif. Par exemple, je vais mettre par groupe de 3. Et ils sont beaucoup plus stimulés. Ils apprennent beaucoup plus vite. Alors, ça n'empêche pas de faire un cours classique, bien sûr. Mais ça donne un plus dans la mémorisation et puis la stimulation en vue des révisions, par exemple, pour le bac ou des bacs blancs. Combien de personnes, depuis la création de l'école Van Gogh, ont utilisé vos ressources? Ça se compte en millions?
Tout à fait. Alors, c'est difficile de quantifier pour les ressources pédagogiques françaises, puisque nous venons tout juste de lancer le programme. Oui. Mais les ressources néerlandaises et anglaises ont été lancées il y a à peu près maintenant 5 ans, et on compte environ 4 millions d'élèves qui ont su profiter des ressources en ligne. Et j'ai demandé aussi à mes collègues en interne, pour les élèves français, on est à peu près, depuis le lancement, à 10 000 écoliers qui ont su bénéficier des ressources, quiz et autres matières spécifiques. C'est un succès vraiment phénoménal. On parle de ressources qui sont disponibles en classe, mais aussi à la maison, c'est ça, pour les élèves ? Alors tout à fait. Alors dans un premier temps, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le programme Van Gogh à l'école a été spécifiquement conçu pour les enseignants et les enseignantes, bien évidemment, pour que ces derniers puissent les utiliser au sein de leur classe. La version néerlandaise peut être utilisée par exemple pour les élèves depuis leur domicile, depuis l'ordinateur à la maison. On est en train aussi de développer cette particularité pour tout le programme francophone, mais dans un premier temps, c'est pour une utilisation en présentiel en classe. Concrètement, quand on se dit que tiens, on a envie de devenir notamment scénariste, et on verra aussi tous les métiers auxquels le Series Man Institute prépare dans cet écosystème des séries, quel est le parcours pédagogique auquel on peut s'attendre ? Alors, on a plusieurs formations. On a une formation pour des scénaristes et des producteurs émergents européens qui s'appelle Eureka Série. Ça dure 3 mois, c'est une formation assez intense, mais c'est normal. C'est pour des personnes qui ont déjà une petite expérience professionnelle, qui ont déjà écrit un scénario, que ce soit dans le cadre de leurs études ou bien dans le cadre d'un court-métrage, voire d'une série, et qui ont besoin de prendre un peu de hauteur, de comprendre ce qui se passe ailleurs en Europe, de comment travailler avec des scénaristes d'autres pays européens, comment travailler en atelier d'écriture, comment comprendre mieux comment sont financées, comment sont produites les séries. Vous voyez, l'idée, c'est de créer un langage commun entre, d'une part, les pays européens producteurs de séries, et donc les gens qui y travaillent, mais aussi entre les professions, entre notamment les producteurs, et les productrices et les scénaristes. Ça, c'est Eureka Série. C'est pour devenir, scénariste, producteur de séries européennes, qui ont vocation à devenir européennes. Donc c'est un accélérateur, si j'ose dire, de talents européens pour cet écosystème des séries. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment la formation qui est dédiée aux scénaristes. Aux scénaristes et aussi aux producteurs en partie, oui, tout à fait. C'est en anglais, bien sûr, puisque c'est la langue de travail des gens qui travaillent en Europe. C'est fait en collaboration avec la FEMIS, avec qui on a créé cette formation, et avec 5 écoles européennes partenaires. Voilà. Donc je peux les citer, c'est l'ECAM en Espagne, il Centro Sperimentale en Italie, la Lutz Film School en Pologne, la IFS International Filmschule Köln en Allemagne, et le Westerdals Institute à Oslo en Norvège. Pourquoi on a fait ça ? Pour créer justement un réseau, et la notion de réseau est super importante, un réseau européen de profs, de mentors, d'experts qui vont enseigner en fait les métiers des séries à nos participants, mais aussi avec qui peut-être nos participants à l'avenir pourront eux-mêmes travailler. Vous voyez, c'est ça en fait, créer un réseau européen. Donc on est très très fiers d'avoir su créer ce réseau et que tout le monde se retrouve en fait à Lille, capitale européenne des séries. Une mini-question sur ces programmes. Stéphane Marciro, Amal le disait, le but est de favoriser l'accès de chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement. C'est la seule discipline scolaire dans laquelle on pratique ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'on demande à l'élève de philosopher. En histoire, on ne vous demande pas de devenir historien, en maths, de devenir mathématicien. On vous demande d'apprendre l'histoire, d'apprendre les maths. C'est très spécial, ça c'est important ? Oui, c'est très important. Et j'aurais ajouté dans ce que vous avez dit, qui était très, très pertinent, qui est aussi le fait d'exercer le débat démocratique, de comprendre qu'il peut y avoir dans l'histoire de la philosophie des points de vue très différents sur la question du rapport à la nature, de la question de Dieu, du statut de l'homme. Et les élèves, en se frottant à cela, se rendent compte qu'il y a une diversité, qu'ils n'ont pas, eux, la science infuse, et que des personnes de renom, on peut dire des choses très diverses. Donc c'est vraiment le débat démocratique qui est cultivé, qui ouvre l'esprit. Et on fait des citoyens avec ça. Exactement. Il y a les vidéos, il y a les quiz, il y a ces visites virtuelles, il y a tout cet aspect effectivement ludique et interactif qui est très important, qui explique aussi le succès de votre site Sarmusée. Je vais dire Sarmusée. Sarmusée. Exactement. Oui, on a essayé aussi, c'est ce qui disait Mike à l'instant, géographiquement en France, on a essayé de mettre sur notre site aussi des musées de province, donc de toute la France. On n'a pas que des sites de musées de Paris. Donc on est un site, tous les Français... aussi même du monde entier, parce qu'on a sur notre site, une page monde, une page monde, d'aller au musée. Donc il n'y a pas que Paris, il y a aussi il y a le musée d'Orsay, mais aussi le musée de Marseille, de partout. Et moi j'ai refait un tour à la grotte de Lascaux. Ça faisait 20 ans que j'étais pas allé. Et en plus maintenant c'est fermé, c'est extraordinaire, bien sûr. Voilà. Et les visites virtuelles, c'est merveilleux.
spécialistes ont développé des merveilles. Evelyne, quel est l'onglet qui marche le plus justement? Ce sont ces visites virtuelles ou ce sont les quiz? Non, les jeux. Les jeux. Les jeux. Ah, les enfants vont beaucoup aux jeux. Et alors, autre chose, si on a mis en ligne Ça se passe 1, c'est-à-dire que tous les jours, on met une information ou une anecdote sur une œuvre d'art, un artiste, un fait historique illustré par une œuvre. Et en fait, on a des écoles par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle EduTweet, qui est une plateforme pour les classes. Et les enfants, ils viennent tous les jours, regardent l'œuvre d'art et correspondent avec nous. Loïc, Ceresman Institute, c'est l'école dont vous auriez pu rêver, ou dont tu aurais pu rêver d'ailleurs en tant que scénariste. Alors, on le sait, ton parcours est celui d'un autodidacte, mais est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, peut-être que justement être mis en interaction avec des scénaristes, des producteurs qui viennent un petit peu partout d'Europe, ça peut te donner un plus? Oh oui, parce qu'en fait, depuis ces 15 dernières années, je n'ai fait qu'acheter des livres pour me perfectionner. Donc au final, en réalité, j'aurais préféré être dans une école de scénaristes, être en rapport avec des gens de toute l'Europe pour échanger des pratiques, pour échanger des idées, pour pouvoir bâtir des projets communs même. C'est ça en fait, c'est de là que naissent les idées, et c'est de là qu'on part sur une feuille blanche, qu'on commence à écrire ensemble, etc. Donc c'est vrai qu'être autodidacte, c'est sympa, parce qu'on a l'impression d'avoir bâti des choses tout seul. Mais en réalité, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps que j'aurais pu gagner en étant en école, avec des profs qui m'auraient appris à structurer, avec des copains qui auraient pu me donner des idées, qui auraient pu me pousser, et puis avec ce réseau extrêmement important. Aujourd'hui, pour émerger dans le monde du cinéma, en tant que scénariste ou réalisateur, peu importe, il faut être au bon endroit, au bon moment, avoir un réseau, avoir un agent également pour les scénaristes, les jeunes scénaristes qui nous regardent. Je recommande chaudement d'avoir un agent, parce que sinon on a du mal à accéder au marché un petit peu secret, un petit peu caché de toutes les offres qui existent. Donc oui, moi ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et c'est vrai que je regrette un peu maintenant de ne pas être allé dans une école, effectivement. Dans ce réel, il y a parfois le manque de motivation et là vous dites par exemple le jeu c'est génial pour ça. Oui, c'est vrai que nous avons besoin d'être motivés. Ils ont besoin d'aller vite aussi dans l'apprentissage. Donc le fait d'avoir un jeu de cartes qui manipule, de changer assez rapidement de jeu, ça les motive. Et même des élèves qui peuvent être un peu en difficulté se procurent le jeu, ils jouent. Alors ils jouent aussi à l'application et ils se prennent au jeu, littéralement. Et j'ai des élèves qui en début d'année étaient un peu en difficulté, qui se retrouvent un peu à battre ceux qui étaient les meilleurs au départ parce qu'ils ont essayé encore et encore, et à la fin ils maîtrisent toutes les notions. Vous avez décliné sous forme d'application. On voit que l'image a un rôle très important dans le jeu, puisque les cartes sont richement illustrées des deux côtés. Je ne sais pas si on va le voir sur cette petite carte, mais enfin voilà, là nous avons Karl Marx, hop, et de l'autre côté nous avons des illustrations. Il y a aussi le fait qu'ils vivent dans un monde d'images, non? Que vous vous êtes dit, tiens, finalement, si j'utilise cette caractéristique du monde d'aujourd'hui, ça peut marcher mieux. Et l'appli, c'est ça aussi. C'est ça. Et en plus, c'est le format d'un téléphone portable. C'est le format des cartes Dixit, donc des formats qui sont très classiques. Donc, ils ont l'image dans la main. Voilà, on rentre un peu dans leur univers. Mais on les emmène aussi du côté de l'univers des adultes ou de la culture générale avec du vrai contenu. C'est-à-dire que pour chacun philosophe, il y a 7 grandes notions. Donc, lorsqu'ils ont maîtrisé 12 auteurs, 12 x 7, ça fait 84, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont quand même un grand nombre de notions. C'est Amal qui fait les maths. Ils ont un grand nombre de notions en tête et la culture générale est acquise. C'est la fin du Grand JT d'éducation. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à vous, Camille Lemaire, d'avoir été avec nous. Vous êtes chocologue, je le rappelle. Merci à Loïc Landreau. Merci beaucoup. Mais oui, on apprend toujours plein de choses grâce à vous. Merci à toute l'équipe de School, à Emma, Agathe à la rédaction. Merci à Alice à la réal. Merci à Maxence au son et à Laure au make-up. SchoolTV.com et canal 247 sur les Freebox. Ciao.